Cette d'être là. conférence va maintenant être enregistrée. Donc merci à tous d'être là pour cette 8e et dernière séance pour l'année, en tout cas, de notre séminaire Changement climatique, sciences, société, politique. On recommencera évidemment l'an prochain. Donc cette séance, elle est consacrée à la question des émissions individuelles de CO2, des liens entre ces émissions et les inégalités de revenus, du rôle des comportements, des classes sociales, etc. Donc ce sont des questions très présentes dans les médias, dans l'espace public et qui donnent lieu à beaucoup de discours et des discours qui peuvent être assez problématiques, même s'ils sont souvent pleins de bonnes intentions. Et nos intervenants donc vont parler de tout cela à partir de leurs travaux, c'est-à-dire à partir de données empiriques et statistiques et d'analyses aussi méthodologiques et théoriques, et éventuellement, eh bien, ils vont être amenés à critiquer ou analyser un peu des fausses évidences. Alors donc, pour parler de tout cela, nous avons d'abord une présentation d'Emmanuel Combet de l'ADEME et d'Antonin Potier de l'EHESS et du CIRED, qui sont économistes, et une seconde présentation ensuite de Jean-Baptiste Combi, qui est sociologue et qui enseigne à l'université Panthéon-Assas. Donc la première présentation durera comme toujours 40-45 minutes, elle sera suivie de questions et une petite pause, et ensuite nous aurons la seconde présentation. Bien, bah écoutez, je pense que... Et puis oui, Aglaé dira quelques mots peut-être des questions de validation du séminaire juste avant la pause. Donc, eh bien, je donne la parole à Emmanuel ou Antonin pour cette première présentation, en les remerciant beaucoup. Merci beaucoup Hélène, Annie Aglaé pour l'organisation du séminaire et bonjour à tous. Donc je suis Emmanuel Combet, je vais débuter cette présentation mais on va la faire à deux voix avec Antonin. Je vais simplement lancer quelques diapositives, vous allez me dire si vous les voyez. Voilà. Et donc on aimerait évoquer avec vous dans cette première partie de notre séminaire la question des émissions de CO2 et de leur description, et des inégalités également qu'on peut décrire de ces émissions au sein de la population, et qu'est-ce que ces panoramas nous disent sur les questions de responsabilité, d'inégalité plus généralement, et de responsabilité face au changement climatique et à l'action individuelle et collective de réduction de ces émissions. Et donc c'est tout un travail qu'on a mené avec quelques co-auteurs, Jean-Michel Caïla, Simona De Laurentiis et Franck Nadeau, et on a publié cet article récemment à la revue de l'OFCE qui est accessible en ligne. Donc depuis notamment les Gilets jaunes et puis la fin de 2018, il y a ces questions de sociales, d'articulation des enjeux sociaux et économiques et environnementaux qui sont placés sur le devant de la scène, avec beaucoup de discussions sur la justice de la transition. Et puis, dans le cadre de ces discussions, beaucoup de chiffres ont circulé, notamment sur les inégalités d'émissions de CO2. Donc ces chiffres ont circulé dans l'espace public et donc on vous propose de les décortiquer un petit peu, de voir ce qu'il y a derrière et puis de se poser la question du prisme qu'on prend lorsqu'on décrit ces inégalités d'émissions et ce que cela nous informe sur les questions de responsabilité et d'action pour le changement climatique. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle d'inégalité écologique, dans ce cas-là, on parle des inégalités ou des différences dans la population de contribution à l'évolution de variables environnementales. Donc nous, on va vous montrer l'exemple des émissions de gaz à effet de serre. Et cette description-là, en fait, on ne l'observe pas. Ce n'est pas une mesure de ces émissions qui associe à quelqu'un ces tonnes de CO2 ou de gaz à effet de serre émis à certains acteurs. C'est une reconstitution intellectuelle et cela suppose une opération d'attribution. Alors ce qu'on appelle attribution, c'est le fait d'associer donc une tonne de CO2 émise à un agent, sachant que cette émission de tonnes de CO2, elle résulte plutôt d'une activité et d'un ensemble de décisions à la fois individuelles et collectives qui ont amené à nous développer dans un mode de développement qui utilise ces énergies fossiles. Et puis dans le débat public, on voulait aussi souligner l'idée que ces informations véhiculent
des fois explicitement, mais souvent implicitement, une vision particulière des responsabilités, qui est souvent associée à un point de vue particulier sur les conditions d'une transition juste. Pour commencer, parmi les chiffres qui circulent beaucoup, il y a l'idée qu'il y a une différence importante entre les émissions qui proviennent des catégories plus pauvres de la population et celles qui proviennent des catégories plus riches, à la fois dans leur comportement de déplacement, mais aussi dans leur chauffage, leur consommation, etc. Donc, on peut se poser la question de savoir quel est le rapport entre les émissions émises des plus pauvres et celles des plus riches. Et puis après, on questionnera, et Antonin développera ce point-là un peu plus tard dans la présentation, quel prisme déjà on prend lorsqu'on essaye d'individualiser ces émissions. Donc il y a une réponse qui a été apportée et qui a été très médiatisée, notamment par un rapport d'Oxfam. Et donc là, vous avez la citation de ce rapport-là lié à ces inégalités d'émissions, avec en France la description des différences de l'empreinte carbone moyenne d'un individu qui appartient soit aux 10% les plus riches, soit ici aux 50% les plus pauvres. Et vous voyez que l'écart qui est mis en avant dans cette communication, c'est que les plus riches, donc les 10% les plus riches, émettent 4,5 fois plus de tonnes de CO2 que les 50% de la population les moins riches. Et que cet écart va même jusqu'à 13 fois lorsqu'on compare les 1% aux 50% des moins aisés. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ces chiffres sont réalistes déjà? Et donc, nous, on a essayé de reproduire une analyse et d'étudier ces inégalités d'émissions. Et puis, on peut se dire, oui, il y a déjà un rapport d'environ 8 à 9 fois de différence de revenus entre ces populations-là. Et donc, notamment entre les 10% pardon, des plus riches et les 10% les plus pauvres. Et donc, on peut se dire que ces différences d'inégalité de revenus se traduisent par un système des consommations plus importantes et une contribution au changement climatique qui serait de cet ordre-là, entre 4,5 et 13 fois, donc plus important ici puisqu'on compare aux 10% les plus pauvres et pas aux 50% les moins aisés. Mais en fait, quand on a fait le calcul, on se rend compte que finalement, on arrive à des chiffres qui sont beaucoup moins marqués. Donc, on pourra revenir sur comment ils obtiennent ces inégalités-là d'émissions de CO2. Mais en tout cas, on est bien loin des chiffres qui ont circulé. On peut dire tout de suite plus fortement, Emmanuel, que les données d'Oxfam sont bidons. Ce qui Oui, on concerne peut le la dire. France. On reviendra, mais je veux dire, voilà, c'est important de le dire parce que souvent, voilà, ça ancre quelque chose de présenter ça comme ça. Donc voilà, on répète que ceci vrai, aurait un avertissement, ceci est une fausse, une fake news. Voilà, enfin, c'est important de le dire, je pense, le plus clairement possible. Voilà, tout à fait, en effet. C'est en tout cas dans l'évaluation, les preuves empiriques qu'on a, en tout cas, nous montrent qu'on n'est pas du tout à ce niveau d'écart et qu'on se trouve plutôt à 2,2 fois les 10% les plus riches qui émettent plus que les 10% les plus pauvres, et que même si on condensait l'ensemble des émissions résiduelles sur les 1% les plus riches, on trouverait des écarts qui sont bien loin des 13 fois qui sont soulignés par ce rapport. Donc ça, c'était à titre d'introduction, si vous le voulez. Et bien sûr, dans toute notre présentation, on va revenir déjà sur le prisme que nous informe cette description déjà des émissions individuelles et des inégalités. Et puis aussi cette vision d'identifier un peu les émissions, les inégalités face au changement climatique avec les inégalités de revenus. Alors les trois messages en fait que tout au long de notre présentation on va mettre en avant et puis qu'on aimerait discuter avec vous, ce sont les suivants. Tout d'abord, donc, je l'ai évoqué à l'instant, mais les émissions, ce n'est pas une évidence. Donc on ne les mesure pas et on ne les attribue pas à un agent de façon simple. Donc c'est une construction intellectuelle. Et cette construction intellectuelle, elle nécessite des hypothèses qui sont prises a priori de cette mesure-là pour déjà choisir ces règles et ces conventions d'attribution des émissions à des personnes ou des agents. Donc on pourra discuter si c'est des personnes, des ménages consommateurs, ou alors des entreprises, ou alors des États, etc. Mais il y a des conventions d'attribution
et que c'est important de le dire car ces conventions, elles peuvent être multiples. Et donc, on peut avoir une multiplicité de panoramas d'inégalités d'émissions possibles. Et puis, il existe un lien entre ce choix d'une convention particulière, lorsqu'on l'a choisie et qu'on la retient explicitement ou implicitement en présentant des chiffres, et des conceptions particulières des responsabilités qu'un panorama véhicule. Et ça, c'est ce qui nous importe aussi, parce que ces chiffres, finalement, même si ils circulent et que les personnes qui les construisent disent que ça donne une information, mais que c'est pas la seule, elles véhiculent quand même une vision, un prisme de ces inégalités de contribution et qui va nourrir des débats sur la justice sociale dans la transition écologique et le bon prisme qu'il faut prendre pour l'étudier. Et puis l'analyse, elle souligne aussi que les inégalités écologiques, elles ne peuvent être identifiées aux inégalités de revenus, car il existe des inégalités à tout niveau de revenus qui dépendent beaucoup de où vous logez, quels équipements vous avez, les dépendances que vous avez vis-à-vis de ces énergies fossiles, et qui, elles, sont très distribuées, avec des situations très différentes à tout niveau de revenus. Et donc, finalement, si on veut s'intéresser à ces différences de situation, on ne peut pas le limiter à des différences de revenus. Donc pour étudier cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait le cas pratique. Donc ce n'était pas une critique totalement extérieure. On a essayé de se dire, on va essayer nous-mêmes de refaire l'exercice de calcul de ce panorama d'émissions, tout en discutant à chaque étape, en dissectant la méthode, en faisant une dissection de cette méthode, de toutes les étapes et des hypothèses qui sont prises. Et on l'a appliqué aux données pour la France, et donc pour discuter ce panorama d'inégalité d'émissions pour la France. Et on adopte la convention d'attribution qui est classique dans ces travaux, qui est de retenir le principe de l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone qui assigne ces émissions-là selon une règle d'attribution qui est tirée par la consommation finale. Et donc, toutes les émissions vont être attribuées à des consommateurs, et la population est construite par une composition de consommateurs, et on va se demander comment ces émissions sont distribuées entre les différents consommateurs. Et puis, on discute donc chaque étape du calcul avec les données qui sont disponibles, les outils statistiques, les hypothèses qui sont faites. Et on utilise l'ensemble des données qui étaient disponibles dans le cas français, qui est déjà plus riche que les études qu'on a évoquées, notamment d'Oxfam précédemment, sur les déterminants des émissions. Donc, comment on construit une empreinte gaz à effet de serre? Donc là, je vous ai mis un schéma qui résume un petit peu les différentes étapes, sans rentrer un petit peu dans le détail du calcul qui ne nous intéresse pas ici. Mais tout d'abord, l'empreinte carbone, elle est calculée au niveau de la France, au niveau du pays, à partir d'inventaires nationaux, les comptes nationaux, les inventaires de gaz à effet de serre, donc des données statistiques qui sont très agrégées, qui ne décrivent pas la diversité de la population. Et c'est un calcul qui est effectué par le Commissariat général au développement durable du ministère de l'Environnement. Et on a repris ces données. Et donc, il calcule l'effet de la consommation des Français sur les émissions de gaz à effet de serre. Et cela, ça prend en compte à la fois leurs émissions directes via l'usage d'énergie, et puis également les émissions indirectes qui viennent de la consommation des biens qu'ils consomment et qui sont produits à la fois en France, en créant des émissions, mais également importés d'autres pays, où là, les systèmes de production émettent dans les pays qui nous exportent ces biens. Donc vous voyez qu'il y a 741 millions de tonnes de CO2 d'empreinte carbone en France, et cette description, elle est faite pour 88 types de biens et services. Et puis, il y a la répartition qui est décrite entre ce qui est issu directement de la consommation d'énergie fossile par les ménages pour leur transport et leur logement, mais également la consommation domestique et les biens importés. Et puis également dans la consommation finale du pays, donc dans la comptabilité nationale, vous avez à la fois la demande finale, c'est de l'investissement, c'est de la consommation collective et c'est la consommation des ménages. Et donc nous, ce qu'on a réparti, c'est surtout la consommation finale des ménages, à laquelle on peut associer des dépenses qu'on peut isoler de différentes catégories de population. Et puis à la consommation collective, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a répartie égalitairement entre tous les individus, donc des émissions per capita collectives.
Et pour ce qui est de l'investissement, on a laissé ces émissions de côté en se disant qu'on se concentrait, et c'est ce qui est souvent fait dans les travaux existants, sur les dépenses de consommation courante. Et bien sûr, ces données, elles nous décrivent les émissions pour différents types de biens pour la France entière. Et donc, ce qui nous importe ici, c'est aussi de le répartir dans la population. Donc, souvent, ce qui est fait, c'est d'utiliser des enquêtes de ménages qui décrivent les revenus et les dépenses. Donc, en France, l'enquête budget de famille, qui décrit cela pour 10 000 ménages français, avec différents niveaux de revenus, localisation et variables socio-démographiques qui sont décrites. Et ce que l'on a fait, c'est qu'au niveau de cette enquête, on a pu imputer des quantités d'énergie consommées et des tonnes de CO2 émises qui étaient dues à leur consommation d'énergie directe, c'est-à-dire pour leur chauffage, pour leur transport. Et puis on a aussi pris en compte, par exemple, les émissions de CO2 qui sont dues à la production d'électricité qu'ils consomment. Ensuite, la dernière étape pour pouvoir arriver à vraiment distribuer et allouer ces émissions de l'empreinte carbone à différentes catégories de ménages, c'est de distribuer les émissions qui étaient décrites dans le calcul global pour la France de l'empreinte carbone. Et donc ça, on a pu le faire en utilisant les données de dépenses par catégorie de biens et services qu'il y avait dans l'enquête budget de famille. Et puis ceci nous dit en fait quel est le budget et l'utilisation du budget de différentes catégories de population. Et en fonction de cette répartition, s'ils consomment différents types de biens, on a pu finalement allouer des quantités d'émissions indirectes de la production de ces biens à ces différentes catégories en proportion des dépenses qu'ils ont pour ces différentes catégories de biens. Et c'est ce qui est fait communément. Et donc ensuite, on a une base de données finalement qui nous décrit l'ensemble des émissions, donc directes, indirectes, des biens importés, pour l'ensemble des 10 000 ménages. Et ensuite, on peut faire des statistiques pour agréger cela selon différentes catégories de revenus ou alors d'autres variables socio-démographiques. Donc voilà ce qu'on obtient si on reprend la vision classique qui était communiquée notamment dans le rapport Oxfam, qui est des moyennes ici en fonction de fragments de la population qui sont organisés selon le niveau de revenu. Donc ici, c'est les déciles de revenus. Donc à chaque barre, vous avez 10% de la population, des plus pauvres, le D1 à gauche, aux plus riches, le D10, les 10% les plus riches à droite. Et donc là, on observe bien que cette empreinte carbone progresse en moyenne en fonction de ces groupes de revenus. Mais on obtient, comme je vous l'avais annoncé au départ, une différence entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres que de 2,2 fois, et ce qui est bien loin des inégalités de revenus qui sont de 8 à 9 fois, les 10% les plus riches gagnent de 8 à 9 fois plus de revenus que les 10% les plus pauvres. Et puis, si l'on regarde les moyennes des dépenses également, les 10% les plus riches consomment 2,8 fois les 10% les plus pauvres. Donc on voit que c'est un peu lié à la méthode qu'on a engagée, puisque d'une part, cette méthode alloue les émissions par rapport aux dépenses de consommation. Donc ça, c'est l'effet qui est principalement observé ici, qui est l'effet que les 10% les plus riches dépensent plus que les 10% les plus pauvres. Mais cet effet, il est quand même atténué, donc on a un facteur de 2,2 plutôt que 2,8, parce que finalement les dépenses énergétiques ont tendance à se saturer lorsqu'on monte dans le revenu, et ça reflète le fait que les besoins énergétiques se saturent au fur et à mesure qu'on gagne plus. Eh bien, on dépense moins dans l'énergie et plus dans d'autres biens et services. Et finalement, la structure des dépenses joue au second ordre, parce que finalement, le contenu d'un euro dépensé hors énergie est relativement le même. Donc pour les dépenses énergétiques, c'est 3,5 kg en moyenne de CO2 par euro de dépenses énergétiques, tandis que pour toutes les autres dépenses, ça tourne autour de 0,5 kg par euro. Donc la variance n'est pas très importante de ce point de vue-là. Et donc, c'est l'effet volume qui l'emporte, c'est-à-dire l'effet des dépenses, mais qui est pas mal lié à la méthode qui est employée, qui finalement alloue
les émissions à ces dépenses par bien de consommation et les dépenses totales. Et puis bien sûr, pardon, il existe aussi une fraction du revenu qui n'est pas utilisée pour consommer. Et donc là, c'est pour ça qu'on a un écart des revenus est bien plus important que l'écart des dépenses et que l'écart des émissions. Parce qu'il y a une fraction toujours plus grande de ces revenus qui est utilisée pour épargner. Et finalement, dans l'analyse, il y a deux limites par rapport à cette méthode. Tout d'abord, il y a des effets d'agrégation. Donc les biens qu'on a supposés homogènes, avec des coefficients d'émission par euro dépensé, le même selon les différentes catégories, les 88 considérés de biens consommés, soit alimentaires, soit les biens et services matériels, non matériels. Et cette composition et cette consommation, elle est identique selon tous les niveaux de revenus. Donc bien sûr, les ménages consomment des qualités de biens très différentes. Et ça, c'est de l'effet qualité qui est très peu pris en compte, puisqu'on suppose finalement dans cette méthode que un même euro dépensé par les plus riches et les plus pauvres, par exemple dans des biens alimentaires, correspond à la même catégorie de biens, la même qualité de biens, qui dans sa production émet à peu près les mêmes émissions de CO2. Alors que bien sûr, on peut se dire que lorsque on devient plus riche, on dépense on achète moins de biens, mais des biens plus chers, et que le contenu CO2 progresse moins que le niveau des dépenses. Donc ça, on l'a observé à partir notamment des biens alimentaires, et on voit que ça, c'est vrai pour 57 biens alimentaires, et notamment la viande rouge, où les 10% les plus riches consomment 1 kg de viande rouge et dépensent en fait un budget 72% plus cher, ils payent 72% plus cher leur kilogramme de viande rouge. Et donc, en fait, le même budget de consommation correspondrait pour les plus riches plutôt à 42% d'émissions en moins. Donc, on voit que cet effet structure n'est pas toujours pris en compte et explique également possiblement que l'écart des émissions de CO2 est encore moins important que l'écart des revenus. Et on voit qu'il est quand même important. Un autre point qui est très important, c'est qu'au-delà de ces moyennes, donc lorsqu'on regarde au sein des agrégats de groupes de revenus qu'on a considérés, on voit qu'il y a une hétérogénéité très grande des émissions de CO2. Donc ici, sur ce graphique, on vous a représenté non pas les moyennes par groupe de revenus, mais la valeur médiane, donc 50% de chaque décile de revenus émet plus que cette médiane, 50% émet moins. Et puis on vous a représenté aussi le premier quartile et le dernier quartile, c'est-à-dire qu'en bas de la barre noire, vous avez 25% des ménages, par exemple du D1, qui émet moins que le bas de la barre noire, tandis que 50% des 10% les plus pauvres émet plus que le haut de la barre noire. Et on voit ici qu'en fait, à chaque niveau de revenu, il y a des inégalités qui sont très importantes. Et notamment, vous voyez que les 25% des ménages appartenant aux 10% les plus pauvres et les ménages qui émettent le plus de CO2, finalement, émettent plus que 25% de ceux qui émettent le moins chez les 10% les plus riches. Donc finalement, il y a une proportion très importante de ménages parmi les plus pauvres qui émettent plus qu'une proportion également importante des ménages les plus riches. Et donc cette variabilité, elle est forte à tout niveau de revenu et c'est ce qu'on vous a souligné comme enseignement important, c'est ces inégalités horizontales qui sont masquées lorsqu'on véhicule des chiffres uniquement selon les groupes de revenus dans le débat public. Alors là, simplement, on vous a noté un point qui était que c'est compliqué dans ces données-là d'estimer la variabilité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette variabilité qui est due notamment à la façon dont ces enquêtes sont faites. Donc il y a des vagues d'enquête, par exemple la saisonnalité du chauffage joue beaucoup et va faire qu'on a du mal à estimer vraiment une variabilité de manière propre.
Alors, on a également montré que parmi les facteurs d'inégalité horizontale, donc ce qu'on a vu dans le cas des Gilets jaunes notamment, la localisation est assez importante. Donc là, vous voyez, on a découpé la population non pas uniquement par revenu, mais également selon la localisation entre des ruraux, les banlieues et les centres. Et on voit que même si dans chacune de ces localisations, les émissions croissent en moyenne avec le revenu, on voit tout de même que dans les centres, les émissions tendent à être moindres, dues à une dépendance moins importante, notamment au transport et à des logements moins grands à chauffer. Je vais laisser la parole à Antonin pour revenir un petit peu cette fois-ci sur les présupposés de cette empreinte carbone. Donc, Antonin, je te laisse la parole. Alors, et je propose que tu gardes La main sur le la présentation diaporama. et que tu la déroules. Très bien. Oui, alors je crois qu'il y a un petit peu d'interférence. Voilà, enfin, ça s'est cassé. Alors je vais revenir sur ce que dit Raymond Zaria sur l'empreinte des banques. Je vais revenir là-dessus aussi dans ma présentation. Je voudrais juste, dans ma partie de présentation, je voudrais juste rediscuter un peu un petit peu quel a été notre objectif. En fait, il y a donc dans ce papier qui est maintenant publié dans la revue de l'OFCE, il y a vraiment deux choses assez différentes qui sont faites. La première, c'est ce que Emmanuel vous a montré, c'est-à-dire cette discussion finalement de l'empreinte carbone des ménages français, c'est-à-dire à quel point les ménages français émettent du fait de leur consommation. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, en fait, il n'y avait pas eu d'études au moment où on a commencé à le faire. Il n'y avait pas eu d'études de ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y avait des études qui existaient dans d'autres pays européens, mais la France n'avait pas vraiment été étudiée. Et ce qui a fait que, en fait, au moment où il y a eu donc la mobilisation des Gilets jaunes, où les gens ont commencé à chercher des ordres de grandeur sur quelles étaient les émissions des plus riches et des plus pauvres, eh bien, on s'est basé sur des extrapolations. Ce qui donc a été notre première interrogation, en fait, c'est-à-dire quels sont les vrais chiffres qu'il y a derrière. Pour vous donner, rentrer un petit peu dans la question de la méthode, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment partir des données d'enquête de consommation des ménages, donc l'enquête budget des familles qui est disponible en France, et donc de suivre la méthodologie usuelle de reconstruction de l'empreinte carbone à partir des données de consommation. Puisque comme l'empreinte carbone, c'est les émissions liées à la consommation, si on connaît la consommation, on connaît le contenu carbone de la consommation, alors on peut reconstituer l'empreinte carbone totale. Et donc ça, c'est un premier pan de l'étude, avec on rentre assez vite, hein, comme Emmanuel vous l'a dit, dans des problèmes statistiques assez profonds, et on a aussi également, ça c'est le deuxième pan de l'étude, des problèmes conceptuels. Donc c'est là moi de ça dont je voudrais un peu plus parler. Alors attends, j'ai pas fini voilà. Donc les problèmes conceptuels, c'est les présupposés en fait de l'empreinte carbone. Donc, on a été assez étonnés au moment donc, de cette mobilisation des Gilets jaunes que les chiffres qui étaient grossièrement surestimés, puisque c'était en fait des extrapolations qui supposaient qu'il y avait une variation linéaire en fait du revenu de l'empreinte carbone avec le revenu, c'est-à-dire que l'empreinte carbone était proportionnelle au revenu. Donc les inégalités de revenus se traduisent en inégalité d'empreinte carbone, mais cette hypothèse est fausse, c'est celle qui est utilisée dans le rapport Oxfam, mais elle n'est pas validée par la littérature. J'ai fait une revue de la littérature qui vient d'être publiée sur le site de la FERE et qui montre que cette hypothèse ne peut pas du tout être justifiée. Donc voilà, il y avait ces chiffres qui étaient surestimés, mais ce qui était aussi très étonnant, c'était cette circulation de l'empreinte carbone dans un certain nombre de cercles. Et c'est-à-dire que la question qui était posée en fait, de l'injustice de la hausse de la taxation des carburants était mis en regard avec la responsabilité, entre guillemets, des individus par rapport au changement climatique, et où on supposait que eh bien, les riches étaient beaucoup plus responsables du fait de ces chiffres qu'on a dit que les plus pauvres, avec comme argument donc ces mesures d'empreinte carbone. Et donc c'était assez intéressant parce que le fait de discuter en fait de quelle est la valeur de l'empreinte carbone fait que on assimile ce qui va avec l'empreinte carbone.
Ça, c'est un argument, enfin, c'est un phénomène que le linguiste Oswald Ducrot appelait l'argument du roi chauve. C'est-à-dire quand vous discutez du fait de savoir combien il y a de cheveux sur le roi, est-ce qu'il est chauve ou pas, vous présupposez l'existence d'un roi. Et là, en fait, en discutant de l'empreinte carbone et de la responsabilité plus ou moins des riches ou des pauvres, plus ou moins grande, eh bien, on supposait en fait que la mesure de la responsabilité, c'était bien l'empreinte carbone. Et ce qui est assez bizarre, parce que l'empreinte carbone, ça dit, comme vous l'avez dit, que les émissions sont attribuées aux consommateurs qu'on dit finaux. Et donc, cette distinction sur alors, je ne sais pas qu'on répondra au chat après, parce que je vois des questions qui apparaissent, mais je voudrais répondre à ça, mais je pense qu'on y répondra peut-être plus tard. Donc, je vais fermer la barre du chat qui me perturbe. Sur l'empreinte carbone fait en fait une double focalisation à notre sens. Elle fait une focalisation sur l'individu, hein, on parle de un individu plutôt que d'un système de production, voilà, de demande, ou même un système de consommation éventuellement. On parle un individu, donc le riche, le pauvre, et on parle aussi de la consommation. C'est-à-dire que ça serait par la consommation qu'on serait responsable des émissions de CO2. Et alors là, il faut vraiment, enfin, comme l'a dit Emmanuel, il faut se garder un petit peu de passer, enfin, il faut se garder de croire qu'on peut garder étanche l'imputation statistique. Hein, donc, on impute des émissions à des ménages sans parler de la responsabilité et la responsabilité. En fait, il y a un lien assez fort entre imputation et responsabilité au niveau du vocabulaire, et c'est assez difficile de maintenir la barrière étanche entre les deux. Donc, pour nous, il vaut mieux reconnaître qu'en fait, on est vraiment dans une discussion de la responsabilité, et de remarquer que, du coup, l'attribuer la responsabilité des émissions de CO2 à des consommateurs individuels, c'est quand même une opération qui est assez difficile à avaler, quand bien même ça serait pour mettre en cause les plus riches et ceux qui consomment le plus d'entre nous. Et donc c'est là où il y a un peu une interrogation un petit peu bizarre qui rejoint, j'imagine, ce que va dire Jean-Baptiste, mais qui est que il y a eu une circulation de cette idée de l'empreinte carbone des ménages dans des cercles dans lesquels on s'attendrait plutôt à ce que ce ne soit pas les consommateurs qui soient mis en cause, mais plutôt les entreprises. Et plutôt que l'action individuelle, en fait, on met en évidence l'action collective. Mais par la circulation de ces chiffres, tout ça est atténué, on ne le voit plus. Et au contraire, on insiste sur le rôle du consommateur et le rôle de l'individu. Alors, on va aller sur les deux temps suivants. Donc, Emmanuel, si tu veux bien passer la présentation. Donc, quelle est la difficulté à attribuer l'émission à la consommation? La consommation, on dit qu'elle est finale. Ça, c'est dans le langage de la comptabilité nationale qu'on appelle que la consommation est finale. C'est une représentation possible des relations économiques, mais pas du tout elle n'est pas plus naturelle que les autres. Hein. Elle résulte, voilà, d'une longue construction qui vient en partie des sciences économiques, qui met l'accent sur le consommateur. Donc, on voit qu'il y a un renforcement de tous ces thèmes, et renforcement qui est aujourd'hui exacerbé par le fait qu'on a une problématisation des problèmes environnementaux, des questions environnementales qui ont mis l'accent sur l'individu et le consommateur. Depuis les années fin des années 90, 2000, dans les années 80, c'était beaucoup plus les producteurs en fait qui étaient mis en avant comme étant responsables et sur lesquels devait peser le fardeau des réductions des pollutions et des dégâts. Petit à petit, il y a eu un déplacement qui s'est opéré vers les consommateurs. Et ce déplacement est aussi concomitant avec d'autres tendances, qui est la volonté des consommateurs de se réattribuer leur consommation, de se réapproprier leur consommation, ce qu'on appelle tous les mouvements de consommation engagée. Et donc, on va dire, par l'acte de consommation, on peut finalement agir politiquement. Et donc, cet ensemble de choses-là, on a 4 choses qui fonctionnent ensemble et qui font que attribuer à la consommation, ça paraît naturel. Alors que d'un point de vue logique, ça l'est pas du tout. D'ailleurs, dans la littérature, il y a d'autres points de vue qui existent, le point de vue de la production, le point de vue de l'extraction, par exemple, qui est la focalisation sur quels sont les gens qui extraient véritablement les fossiles, donc pas ceux qui les brûlent ou pas ceux qui profitent des produits qui ont été des émissions, des énergies fossiles qui ont été brûlées. Donc il y a différentes conceptions des émissions
qui ont tendance à disparaître sous l'empreinte carbone, même si, il faut bien le reconnaître, en fonction des besoins rhétoriques, on peut très bien, dans un même texte, convoquer aussi d'autres principes de responsabilité. Et c'est là où ça permet de répondre sur le principe des banques, qui a été dit, les principes des banques, qui est donc qu'on peut attribuer une part des missions aux banques, et notamment au financement des opérations qui émettent des gaz à effet de serre, bah, c'est un autre point de vue en fait que celui du point de vue de l'empreinte carbone. Et donc là, on a parfois en fait des choses des points de vue qui sont contradictoires, enfin, qui ne sont pas compatibles. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre, hein. C'est juste des points de vue différents sur le réel, mais qu'on va mélanger par exemple en essayant de comparer de combien les consommateurs sont responsables par rapport à de combien les banques, alors qu'en fait, ce sont des principes d'attribution différents. Voilà. Et donc, au point de vue conceptuel, bah, il faut forcément prendre un point de vue. Et la difficulté, à mon sens, de prendre un point de vue sur la consommation, c'est que la consommation, c'est pas plus final que les autres. Et quand on regarde en termes de responsabilité sur la consommation, ce que j'essayais de faire dans un autre article qui n'est pas encore finalisé, mais que j'espère un jour sortir, eh bien, on voit que en fait, la responsabilité du consommateur sur ses émissions, si on parle en termes philosophiques de responsabilité, elle est vraiment assez étrange. Donc deuxième focalisation, on peut passer voilà la diapo, c'est la question non seulement focalisation sur la consommation, mais aussi focalisation sur l'individu comme étant responsable. Alors ça participe, voilà, quelque chose qui a été critiqué depuis assez longtemps. Il y a un papier connu de Magnates en 2001 qui fait ça, qui discute ça, cette question qu'on individualise la responsabilité des dégâts environnementaux. On fait comme si des petits actes, des petits gestes pouvaient avoir un impact et être responsable des choses. Et donc ça a été aussi montré dans les travaux de Jean-Baptiste dans son bouquin, sur lequel peut-être il va revenir, donc je lui laisserai en parler, mais il avait montré ça, que les opérations de communication gouvernementale mettaient l'accent sur la responsabilité des individus. Alors, là encore, voilà, l'individu, ça s'insère dans une série de cadres et de structures collectifs. Ces choix sont contraints par un certain nombre de choix hérités. Le consommateur n'est qu'un élément d'un réseau, et donc en fait, il y a plein d'hypothèses qui font qu'on aboutit à cette individualisation. Alors plus spécifiquement, même si on adopte la question de responsabilité suivant la consommation, le fait de présenter les émissions comme étant des émissions par individu est le résultat d'une série d'hypothèses qui visent à tout prix à insérer dans ce cadre individualiste des données et une réalité qui n'est pas individualiste. Et ça sera extrêmement important de le rappeler, et Emmanuel n'a pas souligné ce point, donc je me permets de le faire, c'est que on a donné des émissions par ménage. Alors que souvent dans la littérature, et en tout cas c'est dans le cas dans Oxfam, on regarde par exemple des émissions par individu. Hein. Or en fait, on n'a pas de données individuelles. Hein. On a des données qu'au niveau des ménages. Alors la différence est ténue, hein, mais ça rappelle que un individu tout seul est en fait imbriqué dans une structure de consommation collective qui est celle du ménage, et qu'à part pour les ménages qui ne comportent une seule personne, c'est difficile d'attribuer des émissions qui en fait sont collectives, c'est-à-dire qui participent au bien-être, ou enfin, en tout cas aux besoins de tous les membres du ménage. Par exemple, le chauffage, quand on chauffe une pièce et qu'on est plusieurs à être dedans, eh bien on participe chacun là. Et donc comment est-ce qu'on doit faire pour attribuer ces émissions collectives? On ne sait pas le faire. Et donc en fait, ces calculs qui prétendent comptabiliser des émissions individuelles, en fait, ne font que des moyennes au niveau du ménage, des moyennes individuelles des émissions au niveau du ménage. Donc là, on a préféré garder cette inscription collective dans le cadre du ménage. Donc ça, c'est au niveau du ménage, mais on a d'autres émissions en fait collectives de même nature qu'on ne sait pas trop attribuer, qui ne rentrent pas vraiment dans ce cadre conceptuel, qui sont les émissions des administrations publiques liées donc aux services publics, aux consommations collectives, et qui parfois sont carrément oubliées, c'est-à-dire finalement on n'en parle pas, donc on va discuter de la responsabilité des consommateurs, mais on n'en parle pas, pourquoi pas, est un principe finalement pas plus mal qu'un autre. Parfois on essaye vraiment de rester dans la logique consommation, c'est-à-dire d'évaluer la consommation des services publics des différents individus pour leur réattribuer ces émissions-là. Ou nous, ce qu'on a essayé de faire, mais qui est un petit peu contradictoire comme principe avec l'attribution selon les émissions, c'est de dire une attribution en termes de civique, c'est-à-dire de citoyenneté, le fait d'être dans un État, d'être citoyen ou résident
dans un pays fait que voilà, on a une part égale entre tous des émissions qui nous sont attribuées. Ce qui est important de constater, c'est que voilà, ça on montre bien qu'on a un passage de collectif à l'individuel qui n'est pas évident, qui mériterait d'être discuté, mais qui est assez rarement. Donc voilà sur la deuxième opération. Alors ensuite, j'aimerais qu'on a beaucoup parlé, on va peut-être passer plus vite. Ça, c'était un exemple qu'on a repris dans l'article de ce que disait. Oui, donc on va laisser. Enfin, juste un mot sur les émissions de Madonna. En fait, il y avait eu Madonna a fait un concert en 2007. Bon, voilà, soi-disant pour protéger le climat. Bon, peu importe. Et donc la BBC avait calculé son empreinte carbone. Et son empreinte carbone était de plus de 1000 tonnes. Donc la BBC pouvait voilà, j'ai trouvé ça assez cocasse que quelqu'un qui soit un très grand émetteur fasse des concerts pour protéger le climat, alors qu'elle avait un comportement très émetteur. Ce qui était intéressant, c'était quoi le périmètre de ces 1000 tonnes? En fait, c'était pas du tout le périmètre de l'empreinte de consommation au sens où on l'entend. C'était donc pas du tout la responsabilité selon la consommation qui a été mise en œuvre, c'était finalement toutes les émissions que Madonna avait générées par ses tournées autour du monde. Il y avait une part de sa consommation personnelle, mais il y avait aussi une part des tournées qu'elle avait faites. Et donc là, ça voulait dire que finalement, on attribue à Madonna des émissions qui sont liées à Madonna en tant que productrice de musique, et qui, dans la logique de l'empreinte de consommation, doivent être attribuées aux consommateurs finaux, donc ceux qui vont à ces concerts. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il y a une logique qui est meilleure qu'une autre. Il s'agit au contraire, à travers cet exemple-là, de voir qu'on a d'autres manières de conceptualiser la responsabilité. On voit que la consommation n'est pas du tout la seule manière de faire, et que quand on prend un exemple, comme par exemple voilà, Madonna, on dit de quoi est-elle responsable, on élargit considérablement le périmètre, parce qu'on a plusieurs rôles sociaux, on n'est pas que des consommateurs. Madonna, en l'occurrence, elle est aussi donc productrice, et elle a aussi plein d'autres rôles. Elle influence des gens par son style de vie, sa manière d'être, et donc à ce titre, elle peut participer à un système émetteur en carbone. Donc voilà, on pourrait poursuivre un petit peu cet exemple étant encore pour dire que l'empreinte carbone, selon la consommation, c'est-à-dire les émissions liées à la consommation, c'est pas forcément une bonne manière de prendre le problème. Et donc, j'en viens voilà à la dernière slide, je crois, de ce que j'avais prévu de dire, sur les hautes classes sociales en particulier. La question de la consommation est à la fois trop large, on l'a dit, parce que la responsabilité de la consommation elle n'est pas spécialement évidente. On dépend finalement des producteurs qui ont fait des choix sur une manière de produire. Et en même temps, elle est beaucoup trop restreinte. Et donc ça, c'était un argument finalement qui était déjà dans comment les riches détruisent la planète d'Hervé Kempf. Hervé Kempf défendait dans cet article donc les riches étaient responsables de la destruction de la planète, mais il ne le présentait pas du tout comme étant les riches sont responsables de la destruction, enfin de la dégradation de l'environnement du fait de leur consommation. C'est ce que dit, si on prend la responsabilité comme empreinte carbone, c'est ce que dit l'empreinte carbone. On dit, ça serait à cause, les chiffres qu'on a dit de citer au départ, qu'Emmanuel a cité, c'est ça. On dit finalement c'est à cause de leur consommation qu'il y a une responsabilité. Non, Hervé Kempf avait un double argument qui était de mettre en cause la présence des sphères les plus fortunées dans le pouvoir, c'est-à-dire de prendre des décisions structurantes pour le reste de la population. C'était ça principalement qui était en cause. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se mesure par l'empreinte carbone. Et la deuxième chose, c'était l'effet d'entraînement et d'imitation, le fait que des modes de vie polluants avaient un effet d'entraînement sur donc des classes moins fortunées, moins favorisées, et que à ce titre-là, cette espèce de structure véblénienne de la consommation, les rendait responsables d'un mode de vie polluant qui était généralisé. Donc là, on voit quelque chose qui est beaucoup plus riche que juste dire les riches détruisent parce qu'ils détruisent la planète, parce qu'ils consomment beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors cela étant, pour revenir sur les problèmes méthodologiques, il faut dire que la contribution des super riches, donc du 1% ou du 1 pour 1000, aux émissions est en fait très mal connue, parce qu'on n'a pas de données véritablement sur la consommation de vraiment l'extrême classe. Donc on est l'extrême classe supérieure. On est obligé en fait de se baser sur des extrapolations, comme je l'ai dit, où on fait des hypothèses sur le lien entre émissions et revenus.
Ça pose donc des problèmes méthodologiques assez difficiles. Et donc ces données-là, quand on est vraiment sur des petits segments de la population, en fait, donc le 1%, il faut vraiment les prendre avec des pincettes en ce qui concerne les émissions de CO2, parce que la consommation des très riches est très mal connue, ce qui n'est pas le cas de leurs revenus, hein, c'est tous les travaux de Piketty, puisqu'on peut avoir des données fiscales sur ça. Mais la consommation et donc l'empreinte aussi est en fait assez difficile à évaluer. Comme je le dis, de toute façon, c'est probablement pas une bonne manière d'aborder le problème. Voilà, je repasse la parole à Emmanuel, il me semble. Oui, merci Antonin. Je pense que comme on a déjà présenté pas mal de choses et que le temps a déroulé, on va plutôt passer à la discussion, mais en vous disant on a également dans l'article essayé de se poser la question de qu'est-ce qui peut être plus utile et une façon de, de focaliser peut-être l'attention sur des choses qui sont importantes du point de vue des inégalités individuelles et puis notamment de tout ce qu'on avait entendu lors du débat des Gilets jaunes, qui était moins les inégalités d'émission que la capacité à agir ou également les marges de manœuvre disponibles pour réduire ces émissions-là. Et donc, ce qu'on a observé dans notre analyse à la fois empirique et la réflexion qui est associée dans l'article, c'est que ce qui est peut-être plus important que d'écrire qui émet du CO2, quelque part, ce qui peut être important, c'est de décrire comment on émet du CO2, et donc de revenir aux facteurs qui créent une dépendance aux énergies fossiles, de leur construction à la fois individuelle et collective, donc les modes de transport, l'accessibilité aux réseaux d'énergie renouvelable, la rénovation des logements, etc. Donc toutes les choses qu'on sait qui sont importantes pour la transition écologique, et de voir ici comment différentes populations se situent dans cet ensemble de contraintes et de marges de manœuvre pour pouvoir voir une notion un peu de responsabilité qui est plus tournée vers la capacité d'agir et donc aussi en se disant que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, il y avait une disproportion perçue entre la demande, le fait de dire que on pollue en émettant beaucoup de gaz à effet de serre avec finalement une disproportion avec la situation des individus qui perçoit des fois des marges de manœuvre ou des capacités d'action à la fois financières, mais également dans l'organisation de l'espace, dans les politiques publiques autour d'eux et l'action collective, qui sont très limitées. Donc je vous propose qu'on arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis que plutôt qu'on passe à la discussion et qu'on vous réponde aux questions et qu'on vous donne des compléments à cette occasion-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Hélène, tu veux prendre le relais pour les questions ou tu veux que j'attribue la parole aux questions dans le chat? Je veux bien poser une question, mais je veux bien que tu gères les questions. Parce que tu as une meilleure façon de jongler avec le chat que moi. Très bien. Et par contre, je te donne la priorité pour la question. C'est gentil. Oui, alors merci beaucoup pour cet exposé. J'ai lu votre rapport et je conseille vraiment à tout le monde de le lire. Il est extrêmement intéressant et accessible, bien que extrêmement appuyé sur des données empiriques. Donc, et avec de la méthode. Enfin, je conseille à tout le monde de le lire. Et d'ailleurs, je trouve que ça serait bien qu'il soit un peu plus diffusé au-delà de la revue de l'OFCE, et y compris parmi tous les nombreux vecteurs de médias, etc., qui diffusent des choses comme les rapports d'Oxfam. Donc, ça serait quand même pas mal qu'un démenti aussi cinglant que le vôtre soit aussi bien diffusé que les rapports d'Oxfam, si je puis me permettre. Donc, moi, j'avais quelques questions justement sur ce discours qui n'est pas seulement Oxfam, qui est aussi des think tanks, etc. D'abord, je pense que, en fait, c'est un discours, au-delà même de l'analyse que vous avez faite, où il y a plusieurs absurdités qui sautent aux yeux. Moi, une des raisons pour laquelle je voulais absolument qu'on fasse un séminaire sur cette question, c'est parce que je trouve que ça ne va absolument pas de soi ce que dit Oxfam, et sans même faire les calculs, on sait très bien que, enfin c'est très intuitif, que d'une part que la consommation individuelle, c'est pas toutes les émissions, il suffit de regarder, je sais pas, les routes, les hôpitaux, enfin, on sait très bien également que, que les émissions ne sont pas indexées sur les revenus, on sait très bien que les riches
ne mange pas 1000 fois plus de viande, n'achète pas 1000 fois plus de vêtements et ne se chauffe pas 1000 fois plus, etc. Et donc, il y a des absurdités qui sautent aux yeux. Et donc, pourquoi n'ont-elles pas sauté aux yeux du public ou des gens qui les diffusent? Et il y a une deuxième chose qui, moi, me paraît sauter aux yeux, et vous n'en avez pas parlé, c'est la question des inégalités. C'est-à-dire qu'il me semble que ce que dit le rapport d'Oxfam, il dit 1% les plus riches sont responsables de X fois plus d'émissions, donc ce sont les inégalités extrêmes qui précipitent le monde vers la catastrophe climatique. Mais c'est absolument, ce donc est complètement faux, c'est-à-dire, en fait, ce ne sont pas les inégalités, c'est la richesse qui d'après eux, hein, je veux dire, qui produit des émissions. Et au contraire, on pourrait dire, étant donné que les émissions vont moins vite que les revenus, enfin croissent moins vite que les revenus, eh bien, à la limite, plus il y a d'inégalités et moins il y a d'émissions. C'est-à-dire voilà, une population où tout le monde émettrait exactement la même chose émet plus qu'une population très inégale, bon, pour des raisons évidentes dès lors que les émissions croissent moins vite que les revenus. Bon, ça me paraît complètement sauter aux yeux, et donc ma question sera, comment vous expliquez qu'il y ait eu si peu de démentis, que ça se diffuse aussi facilement, enfin voilà, alors que bon, ça ne va pas de soi à mon avis. Une autre question, bon, une réponse évidente, c'est le fait qu'il y a une volonté tout à fait compréhensible et comment dire, qui va avec l'évolution de la question du climat, qui est de ne pas isoler la question du climat, de faire des syncrétismes entre différents problèmes sociaux, et donc celui des inégalités et celui du climat. Donc ça peut expliquer effectivement, mais bon, comment vous expliquez donc qu'il n'y ait pas eu plus de réactions, et quelles conséquences que vous dites sur la consommation peut avoir pour toutes les ONG et pour tous les bureaux d'études qui calculent des empreintes carbone, je pense. Ça, enfin, voilà, quelle est donc la pertinence de cette, comment dire, de cette focalisation sur la consommation? Et j'aurais aussi une troisième question. Peut-être qu'on va passer à d'autres. Oui, je voulais juste dire, sur la focalisation sur la consommation, il me semble que, est-ce qu'on ne pourrait pas la lier à cette vision, ce cadrage de la question du climat entre solution sobriété versus solution technique? Et dès lors qu'on a ce binôme, soit la solution est technique, soit elle est de moins consommer et de changer de mode de vie, eh bien, la question de la consommation devient importante. Voilà. Donc j'ai fini mes questions. On en prend d'autres ou alors on répond? On peut répondre au coup par coup parce qu'on a le temps. Donc, je pense qu'Antonin aura aussi des choses à dire, mais moi j'aurais tendance à dire donc sur la question pourquoi Oxfam a tant d'impact. Je pense que en effet c'est le fait que à l'heure actuelle il y a une montée de cette question des inégalités de revenus qui est importante, sur lesquelles rattacher des militantismes a un impact en fait. Donc je pense qu'il y a une question où finalement il y a une agrégation de militance là qui est intéressante, qui est attrayante, et puis également le fait de dire que ça serait donc mêlé à des choses qui sont aussi de perception générale, où il peut y avoir le sentiment qu'on demande des efforts très importants sur nos déplacements de court terme en voiture en nous mettant une taxe carbone, etc. Et que dans le même temps, l'avion n'est pas taxé, et puis c'est les plus riches qui l'utilisent plus, etc. La suppression de l'ISF, etc. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi qui sont justifiées, mais je pense que cet attrait-là, le fait d'identifier aux inégalités de revenus ces inégalités écologiques, il est sûrement dû, à mon sens, au fait que ça permet une certaine agrégation de militantisme qui est attrayante. Et que en soi, il peut y avoir une articulation des enjeux sociaux et de réduction des inégalités avec la transition écologique, mais je pense que d'identifier ces deux questions-là dessert cette articulation-là, parce que comme on vous nous l'a montré, on voit que les inégalités sont
très dépendant d'autres facteurs qui varient à tout niveau de revenu. On l'a vu avec les gilets jaunes, avec la situation des périurbains, etc. Il y a aussi des questions de limitation plus ou moins importantes de liberté ou pas dans la transition écologique. Donc il va falloir se contraindre plus et limiter notamment les questions de sobriété que tu as évoquées, etc. Qui va faire les efforts? Et peut-être que certains sont plus en capacité de faire ces efforts, tandis que il faut maintenir quand même des besoins essentiels d'énergie et garantir leur accessibilité à bas coût pour la population. Donc ces questions-là, elles sont assez transversales à cette question des inégalités, et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est dommage et qu'il peut y avoir une articulation des militantismes qui peut être nécessaire, mais qui demande un autre prisme. Et donc c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant. Et puis sur l'utilité des études, peut-être des calculs d'empreinte carbone, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est non plus inutile. C'est-à-dire que c'est un des éléments d'information, en tout cas, qui est intéressant d'avoir et qui peut permettre aux consommateurs ou à l'acte de consommation de questionner ce qu'il y a derrière des systèmes de production, de transport, d'approvisionnement, parce qu'on a une visibilité de tout ce qu'il y a dans la chaîne avec un calcul ACV d'empreinte carbone de ces produits. Donc là, ça a un rôle parmi d'autres d'information. Je pense que le point qu'on mettait sur la table, c'était plus que cet élément ne doit pas cadrer ces discussions sur l'articulation de la transition écologique et de la justice sociale, mais que ça a quand même une utilité, ces indicateurs-là, et qu'il ne faut pas non plus que ça soit une critique générale du fait de les calculer. Et voilà, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était plus l'utilisation de ces indicateurs-là dans des argumentaires, des justifications qui finalement, de manière un peu implicite, imposent un prisme pour poser la transition juste, ou en tout cas l'articulation de cette justice sociale dans la transition. Si c'est juste de redistribuer les revenus, ça va pas, comme vous l'avez bien souligné, régler cette question des émissions. Et même si on donne des revenus aux plus pauvres, bah, avec ce qu'on observe, on aura un calcul d'émissions plus important parce qu'on donnera de l'argent à une consommation plus importante des catégories modestes qui n'avaient pas ces possibilités de consommer. Antonin, je ne sais pas si tu veux compléter sur certains points. Oui, oui, mais pour parler, enfin, faut pas non plus que ça se transforme en critique forcément d'Oxfam. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une erreur de méthode. Enfin, il y a pas une erreur de méthode, il y a une erreur vraiment d'estimation qui est liée bon, voilà, sans doute un biais de confirmation de leur part. Voilà, bon, j'ai fait un article vraiment là parce que donc il y avait déjà eu un rapport en 2015 qui avait été enfin qui donnait voilà ces ordres de grandeur là, et c'était de ça dont les chiffres des gilets jaunes ont été dérivés. Et puis il y a eu à nouveau là donc le rapport que Emmanuel a cité en 2020, septembre 2020, qui refait la même erreur de prendre des émissions proportionnelles aux revenus. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une forme de biais de confirmation. Donc je mets juste la référence à ce papier là dans le chat technique où j'ai vraiment fait la revue de la littérature pour montrer que l'hypothèse n'était pas du tout justifiée, et donc ce qui permet aussi aux gens qui avaient des interrogations vraiment sur la méthode d'aller voir ça, puisque là on discute la méthode en détail. Donc plus généralement sur la question de l'empreinte consommation, je crois aussi qu'il ne faut pas forcément la faire disparaître. C'est-à-dire le but c'est pas du tout de dire c'est pas du tout pertinent. Ça peut être pertinent tant qu'on est au courant et qu'on a en tête les limites. Et c'était vraiment ça qu'on voulait dire. C'est pour ça qu'on a fait ce double exercice, à la fois de faire le calcul précis, plus précis que ce qui avait été fait dans le cas de la France, donc de l'empreinte carbone, et en même temps de rappeler les méthodologiques de cette empreinte carbone. Et donc bah là, c'est ce qu'on a dit, mais il s'agit pas de faire disparaître complètement. Voilà. Alors après, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Ça marche, bah, comme j'essaie de le rappeler, il y a un système en fait de choses qui fonctionnent ensemble et qui se renforcent. Et bah, effectivement, les bureaux d'études qui vont calculer des empreintes carbone sur des produits, etc., ça va avec d'autres gens qui font des calculateurs d'empreintes carbone personnelles, qui du coup à la fin proposent des opérations de compensation de son empreinte carbone. Donc il y a toute une chose qui a été étudiée par voilà, enfin des personnes. Je pense à un article de Patterson et Struple justement sur ce gouvernement des conduites par les outils d'empreinte carbone individuelle.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui fait système, on commence à être habitué à ça et on voit plus les limites de ça, alors que je suis tout à fait d'accord avec vous, si on prend un peu de recul, c'est évident que le problème ne peut pas se résumer à ça. Et donc ça c'est vraiment voilà, mais il semble qu'on soit un peu pris là-dedans. Après sur le rapport entre consommation et revenus, enfin empreinte et revenus, je crois qu'il y a aussi un aspect c'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire on dit voilà finalement c'est les plus riches qui sont responsables. Ah bon, ça permet comme la plupart des gens ne se font pas partie des, des plus riches, quasiment par construction, des 1% les plus riches, bon bah, on peut comme ça dire que c'est ça. Alors, moi je ne dis pas que les plus riches ne sont pas responsables, je dis qu'il faut savoir les raisons pour lesquelles ils le sont. Et il ne faut pas se tromper et d'utiliser des chiffres hâtifs d'empreinte carbone mal construits pour faire un argument qui est bancal. Je pense qu'on l'a vu. Voilà moi ce que je voulais répondre. Enfin, après il y avait plein de questions autres, mais c'était ça les principaux points, il me semble, que je voulais ajouter à ce qu'Emmanuel a dit. Il y a énormément de questions dans le chat. Moi, je voudrais dire quelque chose là, quand même, qui me paraît important dans ce débat, si je puis me permettre. C'est qu'il me semble qu'il faut voir que historiquement, cette question de l'empreinte carbone et des inégalités, elle est venue dans la question climatique par la gouvernance internationale et les inégalités entre les pays, c'est-à-dire par le niveau géopolitique, puisqu'on a traditionnellement, on disait les pays pauvres et on calculait, étant donné que chaque pays devait donner ce qu'il émettait, on savait ce qu'il émettait, et ensuite on rapportait ça à sa population. Donc il y avait les pays pour lesquels l'empreinte carbone de chacun était de, je ne sais pas, pour les États-Unis la plus haute, et ensuite pour le Bangladesh la plus basse, etc. Donc cette discussion sur l'empreinte carbone des individus, elle est venue de là, et elle est venue aussi elle s'est accompagnée rapidement d'une revendication des pays les plus pauvres, en tout cas les pays en développement, de dire les classes riches des pays, y compris pauvres, émettent beaucoup. On se rappelle très bien qu'à Durban, par exemple, il y a eu un clash énorme dans la convention, dans la COP, parce que le Bangladesh a dit à l'Inde, nous souffrons autant de votre classe moyenne et de vos émissions de classe moyenne que de certains des pays riches, lointains, l'Inde voulant évidemment ne pas parler de ça, etc. Donc, et je crois que beaucoup des ONG internationales, y compris Oxfam, leur façon d'aborder ce problème est venue aussi de là. Ce sont des organisations internationales qui se posent ce genre de problème. Et d'ailleurs, même la question des revenus, on voit bien dans le travail de Piketty et d'autres qu'il y a aussi cette dimension énorme, et ça a été l'origine de son propre travail, des comparaisons internationales entre pays et ensuite les inégalités à l'intérieur des pays, etc., comme dérivant de cette problématique. Donc, je crois que il faudrait pas. Je comprends très bien l'intérêt de votre papier qui est très grand, mais il ne faut pas uniquement le voir comme une réponse à la question des gilets jaunes, etc. Mais c'est quelque chose qui vient de bien plus loin. Parce que quand on parle évidemment du capital, enfin des émissions d'un pays, il y a à la fois la production, les énergies utilisées, enfin plein de choses. Et ensuite, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas, les émissions par personne de la Chine, c'est autant que la France, par personne, etc. Donc, je crois que c'est très important d'avoir ça en tête et pas simplement d'être dans la petite discussion gauchiste contre, à l'intérieur de chaque pays, en particulier développé. Voilà, merci. Oui, moi je veux bien. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Annie. Là, ce qui était étonnant, c'était la circulation de cet objet-là à l'occasion de la crise. Après, effectivement, la généalogie, il y a celle que tu as rappelée. Elle est en fait, je crois qu'elle est double. Il y a celle que tu as rappelée, c'est-à-dire les négociations internationales, où d'abord on fait des moyennes nationales par pays, et où ensuite il y a cette idée, voilà, donc les Indiens, par exemple, sont plus pauvres
que les Américains, et après on dit ah mais il faut quand même regarder à l'intérieur de chaque pays ce qui se passe parce qu'il y a aussi des riches indiens, et finalement bon. Donc ça c'est une généalogie qui est là. Il y a aussi une généalogie propre à la recherche qui à mon avis n'est pas liée aux négociations internationales, qui est que en fait moi j'ai trouvé des trucs très anciens des années 70 de gens qui se regardent la distribution des consommations énergétiques par classe sociale. Et ça me paraît pas, enfin, c'est pas lié à la question climatique. Et ces deux choses-là se sont jointes, effectivement, petit à petit. À partir de fin des années 2000, effectivement, c'est clair que les trucs sont joints. En particulier avec le papier qui a inventé cette nouvelle méthode utilisée c'est-à-dire d'extrapoler les émissions à partir des revenus de 2009. Ils font vraiment ça dans une perspective d'allocation des quotas internationaux au niveau des pays, en disant on va allouer en fonction justement de la richesse des gens. Enfin, voilà, le but étant de faire payer le 1 milliard le plus riche de la planète, et donc l'1 milliard le plus riche devant être pas le 1 milliard des pays les plus riches, mais 1 milliard le plus riche. Donc il faut regarder de la distribution à l'intérieur de chaque pays. Ouais. Et donc c'est là d'où vient une des hypothèses qui circulent, qui est pas fondée. Ça vient effectivement de ce contexte international. Mais si tu veux, indépendamment du contexte international, où on peut dire voilà, effectivement, peut-être ça fait sens de voir les choses du point de vue de la consommation. Ensuite, ce chiffre il circule aussi dans d'autres contextes. Et nous, le but n'était pas du tout de remettre en cause, comme on l'a dit, la question d'empreinte carbone, c'est de circuler quand on parle à l'échelle nationale, là, plus précisément, de ce chiffre-là, de se rappeler des présupposés qu'il y a derrière et de ce que ça implique. Si c'est peut-être valable dans le cas d'un contexte international, ça l'est peut-être moins dans le cas d'un contexte national. Enfin, en tout cas, il faut être conscient de ces limites-là. Oui, non, ça. On peut donner la parole à Jean-Baptiste, non? Je sais, il y a plein de questions dans le chat. J'aimerais bien essayer d'être un peu juste avec tout le monde. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner une question max par personne et essayer d'être rapide. Je sais que Ami et Hélène... On peut aussi répondre aux questions du chat, si vous les choisissez, comme elles sont écrites. Ouais, ce qu'on essaye de faire, c'est de laisser les gens s'exprimer à l'oral pour que ça fasse plus discussion et plus humain, si ça vous va. Pas de problème. Du coup, la première personne à vouloir poser une question, c'était Raymond Zaharia. Il y a plusieurs questions, du coup, si vous pouvez choisir d'en poser juste une. Oui, Raymond Zaharia. Il n'est plus là. Il a l'air de plus être là. Bon, sinon, il y a Alexandre d'Anjou, je crois. Vous m'entendez là maintenant? On vous entend. Vous pouvez poser votre question, Raymond, du coup. Merci de me donner la parole. Je voulais insister sur le déséquilibre entre la politique de l'offre et la domination de la politique de l'offre et l'absence de toute politique de maîtrise de la demande. C'était un thème cher au regretté Benjamin Dessus. Et pour moi, je pense que la notion de juste besoin, de consommation raisonnable, n'est pas assez mise en avant. C'est ce que j'ai un peu illustré dans ma question, en parlant d'appareils photo à 40 mégapixels, qui peuvent avoir un intérêt pour des usages professionnels. Aucun intérêt, ça ne correspond pas au juste besoin pour des usages particuliers, quoi, pour le premier sourire de bébé ou les vacances au ski, etc. Et pareil pour la 5G, quoi, les milliers de satellites en orbite basse pour améliorer le temps de latence. Le besoin non satisfait, ce sont les jeux en ligne. La rationalité semble absente d'un certain nombre de décisions qui vont consommer beaucoup du budget de carbone restant. Et c'est ça qui me préoccupe. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à dire contre ça. Enfin, ouais. Du coup, on peut peut-être passer à une question. Il y avait du coup Alexandre d'Anjou sur... Il a dit qu'il n'a pas de micro. Ok, du coup, la question, je vais la lire. Les chiffres du rapport d'Oxfam sont pour la population mondiale. Quelle part pensez-vous que cela peut avoir dans la différence?
Voilà, je vais répondre. Les chiffres qu'a donné Emmanuel, ce sont des chiffres qui ont été extraits du dernier rapport produit, et c'est des chiffres qui ont été extraits donc, du rapport du, euh, du communiqué de presse qui s'applique à la France. Hein. Donc les chiffres qu'on a donnés à l'intervention, c'est bien des chiffres pour la France. Et ces chiffres pour la France sont faux. Au niveau mondial, c'est un peu compliqué de répondre et de savoir exactement quel impact ça a, puisqu'il y a une surestimation en fait de la part donc des plus riches dans chaque pays, mais au niveau mondial, par exemple, si tous les pays dans les, enfin, mettons que la France soit dans les 10%, toute la population française soit dans les 10% les plus riches au niveau mondial, peu importe si vous vous trompez à l'intérieur de cette distribution, pour les 10% les plus riches au niveau mondial, ça n'aura pas d'impact. Donc difficile de savoir ce qu'il en est au niveau mondial. Il est clair qu'il y a une différence qui subsiste, et c'est comme ça aussi que je comprends la question de Jean-Baptiste Fresso sur la question que finalement il faut prendre des moyennes nationales. Donc si on regarde pas la distribution intérieure, il y a une disparité qui subsiste et qui est là, effectivement liée du fait qu'il y a des pays qui émettent très peu parce qu'ils sont très pauvres, et d'autres qui émettent beaucoup parce qu'ils sont riches. Mais c'est un petit peu, donc ça restera, et c'est un truc structurant en fait de la question au niveau international. Est-ce que quand on va plus fin, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de voir la distribution de richesse au niveau mondial, quel effet ça a, c'est très difficile de répondre sans refaire l'analyse. Voilà. Mais ça doit avoir un effet. Enfin, ça a un effet. Difficile de dire quel est l'ordre de grandeur. Puis il y avait une question un peu liée à ça aussi, de rappeler le rapport qui avait été publié par Piketty et Chancel il y a quelque temps, et en disant que c'était la même méthodologie qu'Oxfam, etc. Donc en effet, ce point-là de cette méthodologie qui finalement, ces chiffres d'où il sort, c'est le fait de se dire, prendre un a priori que le niveau de revenu est un bon proxy pour évaluer les émissions de CO2, ce qu'on a remis en cause en vous montrant un peu les calculs de notre papier, d'une part, mais en plus de dire que la valeur de l'élasticité, donc c'était de dire qu'il y a un même facteur d'émissions de CO2 par euro sur toute l'échelle des revenus et dans toutes les situations, donc par pays. Donc ce qu'a dit Antonin là est tout à fait vrai, que on voit bien que les modes de développement des pays sont très différents, la dépendance aux énergies fossiles et les émissions émises sont très différents, et que ici c'est vraiment une extrapolation sur ces aspects-là. Donc finalement cette élasticité également, pour dire quelle proportionnalité il peut y avoir entre le niveau des revenus et les émissions de gaz à effet de serre, on peut toujours la construire à ex post, comme un élément de synthèse de ce qu'on a observé de cette corrélation. Là où il y a une critique et que ça glisse, c'est que finalement on va faire une extrapolation en utilisant ce chiffre-là, supposé constant, valable en tout temps et en tout lieu, pour l'appliquer à n'importe quelle donnée de revenus et en induire quelque chose sans regarder les réalités concrètes qu'il y a de choix de mode de développement qu'il y a derrière. Et en ce sens-là, ça ne met pas non plus pour nous l'accent ni sur des choses importantes qui sont les capacités ou les inégalités de capacité d'action des agents pour agir, pour réduire ces émissions, les marges de manœuvre qu'ils ont, qui peut être problématique pour les questions de justice. Et ça peut être vrai aussi bien au niveau des pays, parce que si on discute dans le cadre de l'accord de Paris d'une responsabilité différenciée, et qu'il y a dans les discussions de l'action des contreparties sur des dérogations sur certains dispositifs liés au niveau de revenus des pays, etc., on est dans la même discussion finalement que entre individus au sein d'un pays. Et donc je pense que voilà, ce point-là est important de se dire en quoi ce panorama-là nous ouvre sur des considérations qui nous font réfléchir sur ces traitements différenciés en fait, qui sont jugés à la fois justes et efficaces pour la transition écologique. Pour une taxe carbone, on voit très bien, on va utiliser une fraction des recettes pour compenser certaines catégories de population ou secteurs d'activité qui, à court terme, n'ont pas d'alternative pour réduire leurs émissions de CO2, et du coup qu'au niveau économique, on tuerait en fait ces activités ou ces personnes-là. Et donc il y a bien cette question de se dire sur quelle base on peut juger que ces compensations ou ces mesures de politique publique et tous les efforts également pour créer des capacités d'action plus grandes dans la population, elles sont bien allouées dans la population, etc. Donc ça, c'était l'accent qu'on mettait aussi sur la description de comment
on émet ces émissions plus que qui émet ces émissions, et que ce focus-là sur comment on émet les émissions, finalement, est peut-être plus intéressant par rapport à la question de différenciation et d'action collective et équitable. Ok, du coup, il y a une question de Flavien Petit qui n'a pas de micro, donc je vais la lire à sa place. Le déplacement de l'attribution de la responsabilité vers la consommation ne s'est-elle pas faite en même temps que la croissance d'alternatives mises à disposition de ce consommateur? C'est-à-dire, maintenant qu'il existe une possibilité de consommer mieux, c'est la responsabilité du consommateur de réduire son empreinte. Alors je pense qu'il est important là-dedans, c'est le mot possibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antonin, mais en effet, si on juge que le consommateur a une capacité importante de faire ses choix de consommation, l'information qui va avec sur les impacts de sa consommation, et puis que le consommateur sur les marchés a un pouvoir important qui va faire que les producteurs en face vont changer leur mode de production, que les pouvoirs publics vont changer l'organisation de l'espace, etc. Dans ce cas-là, il y a, on aurait une vision d'une très forte responsabilité du consommateur. Et donc toute la question, c'est quelle est la part quoi, de possibilités là derrière. Et il y a une certaine part de responsabilité. Si on peut faire des choix différents, qui ont un impact, qu'on a l'information, qu'on a la capacité à la fois financière, etc. Si on doit tous agir collectivement, aussi en tant que consommateur, il faut qu'on fasse ces choix-là. Et donc ça fait le lien avec la discussion précédente aussi sur la sobriété, qui là est plus lié peut-être sur certains aspects à un acte de consommation, de services énergétiques, etc. Mais il faut aussi se poser la question dans quelle mesure on peut réduire nos services énergétiques, ou est-ce qu'on en est dépendant parce qu'on utilise la voiture pour aller travailler dans des horaires de nuit sans alternative de transport. Moi, juste pour répondre sur la question de la séquence historique, enfin, comme on l'a dit, il y a la distribution, le déplacement de l'attribution vers la consommation, elle résulte de plein de facteurs. Amidaan a rappelé les discussions importantes qu'il y a eu au niveau international. On a commencé à se dire que c'était la consommation qui était plus importante que la production, qui était le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mais si on regarde, voilà, historiquement, moi, il me semble que ça vient un petit peu avant la problématisation où on focalise l'accent sur le consommateur et un peu avant le fait qu'il y ait des alternatives mises à disposition du consommateur. Et on peut d'ailleurs toujours questionner la possibilité qu'il y ait ces alternatives. Il y a un petit rapport qui a été fait par Carbone 4 qu'on cite dans notre étude qui chiffre en gros en disant si on est vraiment très motivé, on peut faire baisser notre empreinte de 25%. C'est pas rien, 25%, hein, mais c'est pas l'entièreté de l'empreinte. Donc il y a vraiment une imbrication entre des choix individuels et des choix collectifs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de dire que les consommateurs sont pas du tout responsables. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus simplifier le problème en disant que c'est qu'une question de bon choix de consommation. Bien sûr. Ok, du coup, Monia de poser sa question. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces exposés très intéressants. Je voudrais revenir sur le lien avec la taxe carbone. Toutes choses égales par ailleurs, malgré les limites des méthodes et la variabilité, la complexité d'évaluer précisément l'empreinte carbone que vous avez très clairement présentée. Ça m'amène à une question plutôt sur le plan politique. Est-ce que vous pensez ou pas qu'une taxe carbone de solidarité qui serait proportionnelle aux revenus quand même, en prenant bien en compte ce que vous nous avez expliqué sur le fait qu'il est vraiment difficile d'établir une proportionnalité stricte entre revenus et empreinte carbone, et que c'est pas exactement le cas, mais est-ce que vous pensez que ce serait quand même socialement acceptable en France, pour le cas de la France, que ce soit sous forme par exemple d'un retour à l'ISF sous cette forme, mais avec aussi une redistribution claire, encadrée de cet argent vers de l'aide à la décarbonation strictement dans l'utilisation qui est faite de cet argent, vers les plus pauvres. Voilà, merci. Tu prends cette question, Antonin, ou tu veux? Non, vas-y. Je pense qu'il y a deux aspects dans cette question. Finalement, dans l'analyse de la taxe, soit on joue sur le prix. Donc là, il y a notamment, à l'époque,
dans l'article dont on parlait de Piketty et Chancel, il y avait une des propositions qui était faite de dire, du coup, voilà, c'est très lié à ces inégalités-là, il faut une taxe progressive. Ce qui va aussi avec l'idée que quand on est plus riche, on va moins avoir de sobriété, on consomme des frigidaires plus gros, etc., etc. Et donc, en fait, la taxe, elle serait pas uniforme. Et donc, pour les faibles consommateurs d'énergie, on aurait une taxe plus basse. Et puis, au fur et à mesure qu'on consomme de l'énergie, il y aura un taux croissant, comme pour les revenus, en fait, les tranches de revenus, fiscalité enfin, le prélèvement obligatoire sur les revenus. Là-dessus, il y a quand même l'argument économique qu'il faut rappeler, qui est que à court terme, ça peut être une solution. Si on juge déjà qu'en effet, le revenu, le critère de revenu, est la bonne question pour juger des inégalités écologiques. Donc nous, on vous a montré que non, en fait. À tout niveau de revenu, il y a des inégalités très fortes. Donc si vous faites un taux progressif en fonction du revenu, là, vous allez créer d'autres problèmes d'inégalité à tout niveau de revenu. Voilà. Mais il y a aussi la question de l'incitation à long terme, parce que finalement, si vous donnez un accès à l'énergie bon marché pour des catégories qui sont vulnérables, qui en sont dépendants à court terme, il y a toujours moins d'incitation à les sortir de leur dépendance. C'est toujours moins cher, donc ils vont continuer de l'utiliser. Pour les producteurs qui vont leur offrir des alternatives, ou pour les pouvoirs publics de rénover leur logement, etc., il y aura toujours moins d'incitation parce que c'est un peu indolore pour eux, du coup. Et donc là, il y a cette question de la temporalité. Après, donc là, j'étais sur le côté du prix. Et c'est pour ça que les économistes préfèrent quand même un signal prix de la tonne émise qui soit relativement au maximum le même pour tout le monde, même s'il peut y avoir des dérogations, etc. Mais il y a aussi la question ensuite des compensations. Et là, vous l'avez dit aussi, et c'était l'autre aspect de votre remarque, il y a à la fois l'usage de ces recettes. Donc même si on renchérit le prix des énergies, finalement, c'est différent d'un choc pétrolier, où là, on paye plus cher nos importations d'énergie, et l'argent reste dans le pays. Donc la question, c'est comment le redistribuer. Et là, on peut envisager de le redistribuer pour diminuer les inégalités de revenus, plus vers certaines catégories sociales, des populations jugées vulnérables à court terme, etc. Donc là, il y a vraiment cette dimension à réfléchir. Une même taxe carbone, un même prix du CO2, renchéri et qu'on souhaite dans la population pour inciter à ces réductions d'émissions, il peut être mis en place de plein de manières qui soient, avec un usage différent des recettes, qui peut être jugé plus équitable ou pas. Et là, derrière, il y a beaucoup de propositions d'analyse, donc il faut en débattre en effet. Et ce que montrent ces analyses, c'est en tout cas, il est possible d'articuler ces questions-là. Et au-delà de l'usage des recettes et de la taxe, vous l'avez aussi dit, donc là c'est le troisième étage de la fusée, mais c'est très important, c'est toutes les politiques fiscales et sociales qui sont mises en œuvre au même moment. Et donc si on met une taxe carbone, qu'on la redistribue bien, mais qu'en même temps on défiscalise l'ISF ou autre chose, ça peut pas suffire à ce que ça soit jugé acceptable, parce qu'en même temps, vous avez cette politique d'effort sur la transition écologique, vous avez l'impression qu'il y a une autre politique au même moment, qui arbitre de manière défavorable, et donc ça ne va pas engager le fait d'accepter cet effort supplémentaire dans la transition écologique. Donc là, c'est très important. Et puis sur l'aspect capacité, en effet, capacité d'action. Donc si on a dit qu'on dit aux gens, oui, il faut renchérir ses prix parce qu'on ne va pas rester dans la dépendance des énergies fossiles, et que c'est important parce que plus les bas prix, en fait, on reste dans cette dépendance à long terme. Il faut quand même se dire que les gens n'ont pas la même capacité d'action et qu'il faut renforcer cette capacité d'action, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans les investissements d'alternatives, etc. Donc l'équilibre et la balance avec les politiques publiques et puis même, on va dire, financières, les prêts pour investir dans les nouveaux véhicules, rénover son logement, etc., doit être plus important. Et aussi, peut-être fléché vers certaines catégories de population pour leur donner un accès prioritaire à une augmentation des capacités. Et peut-être que là, il y aura un équilibre plus acceptable, en tout cas, je sais pas, dans la population, entre l'effort demandé avec un renforcement d'une politique comme une taxe carbone, etc., et puis le fait de mettre en regard quelque chose on a aussi des capacités renforcées et une répartition de ces capacités plus grande. Bon, voilà, c'était très, très vaste, mais je pense qu'il y avait toutes ces dimensions-là et qui se combinent dans la question de la transition juste et la taxation du carbone. Merci beaucoup.
Il y avait une question de Guilhem Corot. Oui, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était extrêmement intéressant et en particulier, merci pour avoir insisté sur toute la question de dans quel paradigme on se place. Et je pense que c'est très important, effectivement, d'insister sur les questions structurelles et plutôt que sur les choix de consommation de qui a le pouvoir de décider et de changer les choses. C'est aussi un peu une réponse à le fait que maintenant, on a la possibilité de changer des choix de consommation. Enfin, je sais pas, il y a une période où j'étais étudiant, ma seule possibilité de manger concrètement, c'était d'aller acheter les boîtes blanches tout en bas chez Carrefour, là, les Carrefour Discount les moins chers. Très concrètement, mon empreinte de consommation, elle dépendait des choix de Carrefour et pas des miens. Bon, ma liberté de choix, c'est éventuellement, je pouvais refuser de manger, mais c'est un peu... voilà, quoi. Et du coup, c'est une question aussi justement sur ce paradigme de se focaliser sur les choix de consommation. Comment dire? Je me demande s'il n'y a quand même pas une certaine utilité politique, mais qui en même temps justement a amené à tomber dans ce piège-là de la responsabilité individuelle, qui est que quand même, on va dire, une espèce de consensus sur le cadre du discours, entre un certain discours libéral de responsabilisation des pauvres pour, en gros, tous leurs problèmes, plus les problèmes de la société. Il me semble que justement, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, sauf erreur de ma part, a commencé sur une protestation contre l'augmentation du prix de l'essence, et qu'en face, il y avait tout un discours du gouvernement pour dire, vous voyez bien, tous ces prolos qui vivent au siècle dernier, qui sont vraiment le principal ennemi au projet, à l'avancée de l'écologie, et où en face, les gens disaient, oui, mais en fait, moi, concrètement, l'essence, je m'en sers pour aller chercher mes gosses et aller au travail. Et déjà, à la fin du mois, je suis en négatif. Donc, si vous augmentez le prix de l'essence, je ne peux pas aller chercher mes gosses et je ne peux pas travailler. Et du coup, il y a un enjeu quand même de ce point de vue-là à dire c'est pas vrai que, si jamais c'est effectivement scientifiquement exact, que c'est pas vrai que ce sont les pauvres qui sont responsables, qui sont les plus gros pollueurs en gros et ceux sur lesquels il faut agir, mais qu'en même temps, ça a le problème de se positionner en même temps sur une question individualisante. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de consensus du cadre politique qui s'est créé entre cet aspect très libéral et, on va dire, une population assez majoritaire dans les mouvements écolos, il me semble, qui sont des classes moyennes urbaines qui sont assez dans l'illusion, effectivement, qu'on ait une grosse marge de choix à la fois politique et de consommation. Je réponds, c'est compliqué hein, de savoir comment ça s'est imposé. Je crois vraiment qu'il y a plusieurs facteurs. Il est clair qu'il y a l'aspect néolibéral, entre guillemets, de responsabilisation de l'individu qui participe de ça. Il y a eu aussi, vous avez raison de le rappeler, je crois, en fait, quand on regarde comment tout ça s'est venu, c'est pas juste la question de l'empreinte carbone, c'est vraiment l'individualisation de la responsabilité pour les dégâts environnementaux. C'est effectivement quelque chose qui a été aussi proposé au départ, poussé par les mouvements écolos, pour dire il faut donner la possibilité de faire quelque chose. Donc voilà, donc c'est une construction qui est pas du tout univoque et qui relève d'une seule intention. Il y a vraiment plusieurs brins qui se mêlent. Cette construction, comme on l'a dit, a aussi sa raison d'être et elle peut avoir effectivement une efficacité politique, comme vous l'avez dit, pour rappeler que c'est pas forcément les plus pauvres qui consomment le plus. Bon, après, il faut quand même donner les bons chiffres une fois qu'on a choisi un paradigme. Il faut pas non plus, voilà. C'était notre point sur la question vraiment technique de l'évaluation. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi être conscient des effets que ce paradigme entraîne avec lui. C'est vraiment ça. Donc oui, voilà, ce paradigme a une certaine utilité, mais en même temps, soyons attentifs, quoi, et ne reprenons pas toujours ce genre de conceptualisation de manière trop hâtive, quoi. Merci. Okay. Il reste encore 2 questions dans le chat que je vais lire moi-même. Donc, il y en a une de Gilles Ramstein qui est « Quant à calculer les empreintes individuelles, pourquoi utiliser une approche top-down plutôt que bottom-up ?» Et une de Noé Clavier qui est « J'ai une question à propos du calcul du Earth Overshoot Day calculé par pays chaque année par le Global Footprint Network. Ce chiffre est évidemment très simplifié pour donner un résultat marquant et facile à appréhender, mais reste-t-il quelque chose de fiable derrière ça, même en ordre de grandeur, ou la méthode n'a-t-elle vraiment pas de sens scientifique? Merci. » Voilà, j'ai ces 2 questions après.
répondre Alors, là-dessus. je vais répondre sur la question du bottom-up, top-down. Sur la deuxième, c'est en fait le Global Footprint Network, on essaye d'évaluer. Donc, c'est pas l'empreinte carbone, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle l'empreinte écologique qui agrège différents types de choses. Là encore, bon, donc faut voir ça comment c'est fait. Est-ce que ça a un sens scientifique d'agréger différents impacts? Il y a toute une question là-dessus. Ils ont une méthode sur convertir ces impacts en hectares nécessaires pour que l'impact disparaisse, en gros. Pourquoi pas, voilà. Nous, ce qui vraiment nous pose problème, c'est pas tant les évaluations en tant que telles, et même les évaluations au niveau global, comme en fait d'où vient ce overshoot day, que les évaluations au niveau des individus. Tant qu'on reste à des niveaux globaux, les problèmes sont pas les mêmes. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes sont pas les mêmes. Mais alors pour revenir sur la différence entre études de bottom-up et top-down, posée par Gérard Einstein, je renvoie au papier dont j'ai mis l'adresse là et donc le premier papier qui apparaît, c'est celui-là dont je parle, où je fais vraiment une revue littérature des méthodes bottom-up. Donc c'est celle qu'on a fait, c'est-à-dire on part des observations au niveau des individus pour reconstruire la distribution, les empreintes carbone de chaque ménage, voilà, la distribution des consommations au niveau des ménages pour reconstruire les empreintes carbone de chaque ménage. Ça, c'est la méthode qu'on appelle bottom-up. Voilà, qui part vraiment des consommations. La méthode dite top-down, qui n'est pas vraiment une méthode en fait, c'est que vous avez la distribution du revenu, vous supposez une relation entre revenu et empreinte carbone, et puis donc à partir de la distribution des revenus, vous déduisez la distribution de l'empreinte carbone. Ça suppose que la relation que vous avez mise soit la bonne. Et le problème qu'il y avait avec Oxfam, c'est pas une question de méthode, c'est une question de calibration. Il y a des problèmes de la méthode, des choses qui ne peuvent pas capter. J'essaie d'expliquer ça dans le papier, notamment ce qu'Emmanuel appelait les inégalités horizontales, c'est-à-dire la variabilité des émissions avec le revenu. Par principe, par cette méthode-là, dite top-down, ne peut pas être captée. Mais le problème surtout d'Oxfam, c'est un problème de calibration qui vient d'une erreur de lecture des études, en gros. Une confusion entre différents types d'élasticité, comme j'essaie de l'expliquer dans le papier. La proportionnalité entre l'émission, si vous voulez, et le revenu, elle n'existe pas. En revanche, on peut trouver dans certains cas une proportionnalité entre les émissions et la consommation, c'est-à-dire les dépenses de consommation. Voilà. Et donc la confusion, elle vient d'ici. Donc c'est pas le problème qu'il y a avec Oxfam, c'est pas une question de deux méthodes qui s'opposent qui donnent des résultats différents. C'est vraiment une erreur de calibration d'une méthode qui est de toute façon une méthode dérivée des autres. Voilà. J'essaye d'expliquer ça. Ça prend des pages, mais bon, si certains sont vraiment intéressés par les détails techniques, je les encourage à aller voir ce papier, éventuellement, après nous reposer des questions. Je veux dire, voilà, vous pouvez nous écrire, vous avez nos adresses, et c'est possible aussi, on peut répondre à des questions plus techniques.